Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Comment allez-vous? Pas mal. Question très simple, expliquez-moi votre métier aujourd'hui. C'est un peu comme si j'étais ministre des Finances encore, mais cette fois-ci de l'Union européenne. Donc j'essaye de faire en sorte de faire respecter les règles budgétaires par les États membres. Ça, c'est mon premier travail. Je suis un peu le chef économiste qui regarde un peu comment évolue la conjoncture et qui pilote la politique économique. Et puis par ailleurs, je suis aussi le commissaire à la fiscalité. Et vous n'avez pas fait que ça? Et là, commissaire à la fiscalité, c'est justement préciser les règles qui permettent de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, contre les paradis fiscaux. Et donc, c'est moi qui suis chargé de préparer la réponse des Européens à des scandales comme ceux des Paradise Papers, même si c'est les États membres, les ministres qui décident. On regarde juste votre CV vidéo et on en parle juste après des Paradise Papers. Pierre Moscovici, merci d'être avec nous. Juste, les Paradise Papers, c'est un scandale qui a été révélé par la presse. Il y a plus de 67 pays, 96 médias partenaires, 1 an d'enquête. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne saviez pas? Je n'ai jamais dit que je ne savais pas. D'accord. Ou plutôt, je ne savais pas qui étaient les bénéficiaires, je ne connaissais pas ce cabinet d'avocats, naturellement. Ouais. Mais que ces phénomènes existaient, je le savais. Donc quand c'est sorti, vous avez dit « Ah bah enfin, ça y est, on peut travailler » ou... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était bon que l'opinion publique le sache. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ce qui, pardonnez-moi, pousse un peu au cul les gouvernements pour agir. Et là, voilà un sujet sur lequel on ne peut rien faire sans l'Europe. Imaginez qu'on pourrait combattre contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale, contre l'optimisation fiscale dans un cadre national. C'est juste pas possible. Et on a déjà beaucoup fait. Je vais prendre un exemple. Vous avez décrit mon CV, là, ça ne me rajeunit pas. Et pendant longtemps, on a vécu en Europe avec ce qu'on appelle le secret bancaire. On avait un compte en Suisse, c'est pas tout à fait l'Europe, mais c'est comme en Europe. On avait un compte au Luxembourg, c'était bien secret. Quand j'étais ministre des Finances, j'avais un ministre délégué qui s'appelait Jérôme Cahuzac. Il avait un compte en Suisse, qui est parti à Singapour. Impossible de le savoir avant des mois. Il fallait demander à l'administration de la Suisse qu'est-ce qui s'était passé, etc. Elle répondait ou elle ne répondait pas. Elle répondait vite ou pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. C'est-à-dire qu'on sait automatiquement, immédiatement, si vous, si moi, si quiconque a un compte à l'étranger. Ça, c'est l'Europe qui l'a fait. S'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de réponse au Paradise Papers. Plus il y a des systèmes qui sont mis en place, plus il y a des Russes qu'on peut trouver. Alors ça, il est vrai que la fraude fiscale, l'évasion fiscale, c'est aussi vieux que le fisc, que le trésor public, et qu'il y aura toujours un combat à mener qui est un combat sans fin. Mais moi, je crois profondément, et on a fait beaucoup dans les 3 dernières années, plus que dans les 20 précédentes, justement grâce aux scandales. Les scandales sont une aide puissante à la décision. Je crois qu'il y a une arme massive de destruction de la fraude, de l'évasion, de l'optimisation, qui s'appelle la transparence. Ceux qui vendent des montages de planification fiscale agressive, ceux qui en bénéficient, je ne stigmatise pas des professions ou des individus, mais ils se comportent un peu comme des vampires. Ils détestent la lumière. Et le jour où la lumière arrive, hop, tout à coup, ça tombe en cendres. Mais j'aimerais qu'on parle encore des Paradise Papers. Je voudrais vous montrer cet extrait d'un entretien que nous avait accordé Monique Pinson-Charlot, sociologue, sur la violence des riches que ça représente, la violence exercée par les riches. Alors, je sais que c'est violent de dire la violence des riches, parce que c'est une violence qui est invisible. Ils veulent bien un petit peu donner un petit peu, mais nous, c'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande de payer leurs impôts. Parce que la violence des riches, c'est ça. C'est que le déficit public, il n'existerait pas s'ils payaient leurs impôts. Le trou de la Sécu n'existerait pas. La dette n'existerait pas. Le chômage n'existerait pas. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de conséquences criminelles qui est dû au fait que pas 1% de la population s'accapare aujourd'hui tous les pouvoirs et toutes les richesses? Vous comprenez? Je comprends. Et elle exagère sur certains points quand même. Imaginez que si c'est ceux qui bénéficiaient pas d'Ice Papers payent leurs impôts, il n'y aurait plus de chômage, plus de déficit. C'est un peu naïf et irréaliste. Mais elle a raison sur un point. C'est qu'il y a une espèce là d'incivilité
de déficit de citoyenneté de ceux qui sont les plus riches et donc qui devraient être les plus responsables, qui doit être condamné et qui doit être combattu. Mais vous comprenez de son point de vue qu'on est quand même dans une époque où on demande tout le temps aux plus modestes de serrer la ceinture, de faire des efforts, de baisser la tête. C'est toujours eux qu'on criminalise à la télévision, dans les médias. Et quand ils voient ça, est-ce que vous comprenez que la démocratie, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose? Je le comprends tout à fait. Vous avez décrit mon parcours politique. Je suis un socialiste, un social-démocrate. Et d'une certaine façon, je ne comprends pas que des multinationales, que des personnes très fortunées, parce qu'ils ont la capacité de se payer, des avocats, des conseils légaux, des conseils fiscaux, se dérobent à l'impôt, ne payent pas leur juste part d'impôt. Et le combat que je mène, moi, depuis 3 ans à la Commission européenne, et qui est efficace, qui commence à être efficace, mais qu'il faut poursuivre, c'est bien ça. C'est faire en sorte que ces multinationales, ces gens fortunés, payent leur juste part d'impôt là où ils créent des profits. Pas plus, pas moins. Une des dérives Et vous savez, Emmanuel Macron a parlé de la cordée. C'est-à-dire qu'il faudrait que les riches tirent un peu vers le haut ceux qui ont moins. Pour qu'il y ait une cordée, il faut aussi que ces réflexes de cupidité cessent et que ceux qui sont les plus riches aient en effet un sentiment de responsabilité envers la société. Je le crois profondément. Et ça passe par le civisme fiscal. Et d'ailleurs, je dis aux entreprises ou à ces gens fortunés qu'il faut qu'ils comprennent que leur intérêt propre, parce que ce sont des gens qui ont une image, je ne vais pas les nommer, ils ont été nommés par la presse, ces gens-là ont intérêt à se comporter en bons citoyens, en bons contribuables ex ante, sinon ex post, ils se trouvent dans des scandales et c'est désagréable. C'est pour ça que j'utilisais cette métaphore du vampire qui craint la lumière. On est dans une Europe qui est de plus en plus compliquée à vivre. J'aimerais qu'on aille faire un tour en Pologne. Je voudrais qu'on regarde ça ensemble. Swój kraj i chcemy rządzić w swoim kraju, a nie będzie nam rządzić Europa Zachodnia. Bądźmy Polakami, a nie Europejczykami. Takim skojarzeniom jednoznacznym. Ja uważam, że pewną wolnością jest to, że skojarzenia mogą być różne. Ce sont 9 à 10 millions de migrants qui attendent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Union européenne. Pierre Moscovici, avec l'histoire que vous avez, avec votre héritage, comment vous vivez, vous, aujourd'hui, dans votre position à l'Europe, voir des gens descendre dans la rue, prier pour un holocauste musulman? Avec inquiétude, avec effroi et avec combativité. C'est vrai que j'ai une histoire personnelle. Mon histoire personnelle, vous parliez de la Pologne, je suis d'une famille, mon père est né en Roumanie, il a fui la Roumanie fasciste, après avoir passé 5 ans dans des camps de travail pendant la guerre, parce qu'il était juif. Ma mère, son père était né en Pologne, et elle a elle-même passé la guerre cachée par des justes en France. Et j'ai le sentiment qu'il y a effectivement un climat qui ressemble aux années 30, avec, c'est vrai, des adversaires, des boucs émissaires qui changent. On parlait des juifs, l'antisémitisme existe toujours, même quand il n'y a plus de juifs. Mais l'islamophobie existe aussi et se répand. Alors on ne peut pas confondre tous ces partis, ils ne sont pas exactement les mêmes. Et il ne faut pas penser que le populisme a perdu la guerre. Il a perdu des batailles. Il a notamment perdu une bataille, mais je m'en réjouis, la bataille de France. On pouvait craindre que Marine Le Pen fasse 40%, voire qu'elle gagne. Et on a un président qui est un président pro-européen. Tant mieux, je ne me prononce pas sur Emmanuel Macron, mais là, il y a eu une bataille contre le populisme qui a été gagnée, c'est très bien. Mais la guerre n'est pas gagnée. Mais il y a une deuxième notion qui est fondamentale, dont tout le monde n'a pas suffisamment conscience. C'est que l'Europe doit lutter contre les inégalités. L'Europe doit être une Europe de la justice. J'ai été pendant 20 ans député.
dans l'est de la France, à Sochaux, dans une circonscription où le FN a fait 49% au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, rendez-vous compte. Et mes électeurs, c'était ceux-là, c'était les ouvriers de PSA à Sochaux, des gens qui votaient traditionnellement communistes après la guerre, socialistes pendant très longtemps, qui m'ont élu 3 fois comme leur député, et puis qui étaient tentés ensuite par le Front National. Il faut que l'Europe protège, que l'Europe promeuve, que l'Europe réduise l'inégalité. C'est le grand combat. Moi, c'est le combat de ma vie. Le combat à la fois de mes valeurs, mais aussi le combat politique que j'ai adopté. Mais je souhaite vraiment que l'Europe prenne conscience qu'elle n'est pas tirée d'affaire. Emmanuel Macron, tant mieux, ses propositions sur l'Europe, je les approuve. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps européen. Et il faut que ce combat, que ces idées aillent de l'avant. Vous êtes un historique du PS. Votre ancien professeur Helena Dominique Strauss-Kahn a dit « Le PS n'a pas d'avenir, c'est une bonne chose. Il est temps qu'il disparaisse et qu'une autre force, peut-être avec une partie des mêmes membres, apparaisse. » Je ne partage pas entièrement ce sentiment qui me paraît guidé aussi par une forme d'amertume. Mais c'est vrai que le Parti socialiste va très mal. C'est vrai qu'il faut qu'une nouvelle génération prenne les commandes. C'est vrai sans doute qu'il faut qu'il change, je ne sais pas, peut-être de nom, sans doute de forme. Mais il doit rester en France une formation social-démocrate. Quand je regarde le paysage, à gauche, disons, ou dans la gauche, je vois qu'il y a un parti très pro-européen, mais qui ne se dit pas de gauche. C'est le parti d'Emmanuel Macron. Lui-même ne dit pas qu'il est de gauche. Mais il est pro-européen. Et il y a de l'autre côté un parti qui n'est pas du tout pro-européen et qui est de gauche. C'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Conclusion, il y a quelque part au milieu la place pour un parti qui soit vraiment pro-européen, qui soit vraiment de gauche. Quand on voit comment le PS a occupé l'espace médiatique, ou en tout cas ce qu'il en reste, il y a eu le scandale au MJS avec 8 femmes qui ont accusé l'ancien président du MJS, Thierry Marshall-Beck, et il y a eu Manuel Valls qui occupe l'espace médiatique en secouant des pulsions identitaires qui se retrouvent dans la guerre Charlie-Mediapart. Qu'est-ce qui reste du PS quand on voit ça? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? D'abord, on ne peut pas réduire le Parti socialiste ou une famille politique à ça. Thierry Marshall-Beck, je le connais, pour moi c'était absolument impossible de soupçonner ça. Et ce sont des pratiques, des comportements qui sont inacceptables. On rappelle qu'il n'est plus au PS depuis 2 ans et que Manuel Valls non plus n'est plus au PS. Et j'allais dire, ni l'un ni l'autre ne sont au Parti socialiste. Donc voilà, que les socialistes ne se laissent pas divertir par ça. Manuel Valls est un homme que j'estime, que je respecte, qui a des vraies convictions républicaines, laïques, qui combat l'antisémitisme. Mais je pense qu'il a oublié que le socialisme, ou la social-démocratie, ou la gauche, c'est d'abord le combat pour la justice, que ça ne peut pas être uniquement l'ordre. Et puis, il ne faut pas avoir d'obsession. Des islamistes, il y en a. Des gauchistes islamiques, il y en a aussi. Mais il n'y en a pas partout. Et le combat d'un homme de gauche doit être différent. C'est un combat intégrateur, un combat rassembleur, un combat sur des valeurs et un combat pour la justice. Donc, Manuel Valls poursuit son chemin. Ce n'est plus le chemin d'un socialiste. Depuis quand, je ne sais pas. Vous avez déjà eu maille à partir avec Mediapart à l'époque de l'affaire Cahuzac. Manuel Valls a dit au sujet de Mediapart « Je veux qu'il recule, je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit écarté du débat public ». J'ai eu maille à partir avec Mediapart et j'estime que j'ai été victime de leur part d'injustice, de simplification, d'amalgame au moment de l'affaire Cahuzac. Je m'en suis expliqué avec eux et je m'en suis tiré à travers une très longue interview au Mediapart. C'est un journal de qualité qui a son prisme idéologique. Je partage certaines choses, d'autres je ne les partage pas. Mais on ne peut pas parler comme ça d'un média. Et je pense d'ailleurs que cette querelle entre Mediapart, Charlie, avec Manuel Valls au milieu, tout ça, ça devrait retomber parce qu'il y a des combats communs, qui doivent être des combats pour la laïcité, qui doivent être des combats aussi pour une société qui sache intégrer, faire sa place à chacun, des combats qui exigent qu'on ait des paroles moins martiales. Mais s'agissant d'un politique, non, je pense que Manuel Valls ne devrait pas parler comme ça. Vous savez, il y a un livre qui est paru qui disait un président ne devrait pas parler comme ça, ne devrait pas dire ça. Un ancien Premier ministre ne devrait pas dire ça non plus. Il a sa place, Manuel Valls, dans le débat public, mais il doit être forcément, comme ancien Premier ministre, comme quelqu'un qui a gouverné en France, un élément modérateur. Pierre Moscovici, est-ce que vous pensez qu'il faut prendre en compte le clic dans les revendications? J'ai envie de répondre, puisqu'on parle anglais, à Emmanuel Macron, « Democracy is everywhere ». La démocratie est partout. La démocratie, c'est d'abord effectivement les urnes. Il a raison de dire qu'il y a une majorité qui a voté pour le changement. Mais pour autant, il ne faut pas négliger l'ensemble des signaux que peut donner une société, et la majorité doit toujours chercher à rassembler et à convaincre. Et ces signaux, c'est la manif,
Bon, là, en l'occurrence, il n'y a probablement pas eu un motif ou une motivation à des manifestations monstres. Ça ne veut pas dire que pendant le quinquennat, il n'y en aura pas. Et donc, il ne faut pas penser que la manif est morte. Là, ça n'a pas marché. Mais c'est aussi Internet, c'est aussi les mobilisations plus statiques, les occupations, et c'est les sondages. Donc, il faut pas penser, voilà, on a gagné les élections, donc on balaye. Les manifestations ne marchent pas, donc je passe. Je pense, moi, qu'une politique qui fonctionne doit être une politique qui rassemble, qui est inclusive, qui convainc, et du coup aussi qui est complète. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, vous iriez dans la rue crier ou vous iriez sur votre ordinateur pour cliquer? Je pense que oui, je cliquerais beaucoup, peut-être j'occuperais, je manifesterais aussi. Mais on regarde les images de manifestants, et j'en ai fait des manifestations, c'est plutôt maintenant des gens d'un certain âge qui manifestent. Alors ça dépend un peu du sujet, il peut aussi y avoir une mobilisation de la jeunesse. Bon, donc je ne sais pas ce que je ferais dans la circonstance présente, mais je sais que je serai toujours un citoyen actif avec ces révoltes. Mais c'est une tradition qui s'est perdue, en fait, la manifestation. On a l'impression que ça faisait partie du militantisme français. Aujourd'hui, les jeunes, ça les intéresse plus, en fait, de descendre dans la rue. Non, je ne dirais pas qu'elle est morte. Je dirais que c'est quand même une forme qui est plutôt en train de régresser. J'ai entendu ce qui a été dit aussi sur les partis politiques. Je pense qu'il faut des partis politiques. On parlait du Parti socialiste. Je souhaite Pardon, vous avez dit quoi? Le parti Oui, socialiste. Voilà, un parti de gauche pro-européen, un parti social-démocrate en France. Mais il faut aussi que ces partis soient des partis plus modernes. Il faut des mouvements qui soient capables, en effet, de toucher des publics plus larges à travers des technologies modernes, Internet, les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Twitter. Je considère qu'il y a parfois des aspects totalement délirants sur Twitter. Et vous bloguez souvent, vous donnez souvent votre avis sur... Je blogue toutes les semaines, voilà. Je dois avoir 190 000 followers, ce qui est honorable. J'en prends, j'en laisse. Non pas des followers, mais parfois il y a des insultes stupides, là, grossières. Vous masquez, vous bloquez? Non, voilà. Même pas, je m'en fous. Hashtag je te bloque? Non, je n'ai jamais bloqué personne. Enfin si, quand c'est vraiment... S'il y a quelqu'un qui devient un facho antisémite et menaçant, là je vais le bloquer. Mais il y a sans doute des synthèses à faire entre des formes traditionnelles de manifestation qui ne sont pas mortes, même si elles sont moins fortes qu'hier, des formes traditionnelles de militantisme qui sont estimables, et puis des formes plus modernes d'expression, de mobilisation et de combat politique. Et c'est ça qu'il faut chercher maintenant. Merci d'être venu, Pierre Moscovici.